D'ailleurs, dans cette même vision, vous avez cette étude également qui a évalué cet aspect électrocardiographique de troubles de la conduction intra-atriale, surtout dans les dérivations inférieures, qui est un facteur prédicteur de fibrillation auriculaire et qui est un signe de cardiomyopathie atriale qu'il faudra rechercher activement chez les patients qui ont fait une alerte, notamment des signes qui évoquent un accident vasculaire cérébral ischémique transitoire. Une fois le patient est sorti de l'hôpital, on dispose de débat d'examen afin de rechercher toujours cette arythmie qui est le facteur le plus fréquent d'accident vasculaire cérébral, notamment la palpation du cou, la plethysmographie, le système cardiaque, et vous avez cette fameuse Apple Watch qui permet de détecter dans 60% des cas de sensibilité et de spécificité, jusqu'à 90% des cas, cette arythmie complète par fibrillation auriculaire. Pourquoi c'est important? Parce que dans cette étude qui a comparé deux groupes de patients, qui a inclus plus de 300 patients, deux groupes de patients, des patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral ischémique. Le premier bras, détection de l'AFA, AECG de dérivation classique. Et le deuxième groupe, des patients chez qui on détecte de l'AFA sur le long terme. Et ben, ce groupe de patients présente un risque élevé de récidive et de récidive d'un accident vasculaire cérébral grave si le premier est un accident vasculaire cérébral modéré au minimum. Et dans ce même sens, cette autre étude qui a découvert la fibrillation auriculaire à court terme après un AVC, en comparant la fibrillation auriculaire tardive, on constate que plus la fibrillation auriculaire est découverte précocement sur des 12 dérivations ou un long terme de 14 jours, elle est à très haut risque de récidive, et ceci est expliqué par la charge importante de la fibrillation auriculaire, de la fibrose de l'oreillette, et de là, vous avez une stagnation et la formation de caillots qui vont récidiver, d'où l'intérêt de rapidement anticoaguler ces patients. Et donc, on vient de toucher du doigt cette cardiomyopathie atriale qui est faite de fibrose de l'oreillette et de l'endothélien, qui va aboutir à un remodelage électrique, comme on l'a vu sur les troubles de la conduction. Cet aspect donc PBC en rythme sinusal qui va aboutir à une distorsion mécanique. Actuellement, on dispose de plusieurs imageries, notamment l'échographie pour les cardiologues et l'IRM cardiaque pour les radiologues. Et on s'éclaire donc que l'IRM cardiaque reste le gold standard pour évaluer le volume de l'oreillette et le degré de fibrose. Mais elle n'est pas disponible tout le temps. Et donc, nous, cardiologues, on doit répondre à nos amis neurologues sur éventuellement l'étiologie de cet AVC. On dispose de l'échographie avec le classique diamètre antéro-postérieur, et on sait plus ce diamètre est augmenté, plus il y a une cardiomyopathie atriale, et plus il y a un risque d'accident vasculaire cérébral. Mieux encore, on dispose du volume de l'oreillette gauche qui voit cette oreillette en trois dimensions, et dans cette étude qui a comparé deux groupes de patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral et un groupe de patients qui n'ont pas fait d'AVC, et ben, résultat, le volume est important. Il y a un risque de récidive d'accident vasculaire cérébral. Et si on affine notre examen échographique en évaluant la paroi de l'oreillette gauche avec ce nouveau logiciel qui s'appelle le strain de l'oreillette gauche, et les études ont montré que plus le strain est bas, plus il y a une dysfonction de la paroi et plus il y a un risque d'AVC et de fibrillation auriculaire. Et ce paramètre doit sortir dans les comptes rendus des patients qui sont à haut risque ou qui ont fait une alerte d'un accident vasculaire cérébral transitoire. Cela a été démontré dans plusieurs études de la littérature sur l'incidence de la fibrillation auriculaire quand on a un volume de l'oreillette gauche, mais de l'oreillette gauche bas. Ça a été démontré également comme facteur prédictif d'arythmie infraclinique et d'extrasystole atriale qui, quand ils sont avec une charge importante, ils peuvent être à l'origine d'accidents vasculaires cérébrales ischémiques. Donc, cela a été démontré par cette étude. Et
au-delà de 10 extrasystoliques atriales sur le compte rendu du Holter par heure peut alerter nos amis neurologues chez des patients qui sont à haut risque de faire un accident vasculaire cérébral ischémique. Et donc, dans cette étude MESA qui a inclus plus de 4000 patients sur un suivi de 10 ans de patients en rythme sinusal, et ben, de l'oreillette gauche bas est un facteur prédictif de fibrillation auriculaire et d'AVC ischémique grave. Un autre élément qui également peut être recherché par nos amis radiologues, c'est la morphologie de l'auricule gauche. On sait que l'auricule gauche, c'est la partie la plus liquide de l'auricule. Et c'est dans cette auricule gauche que se forment en général les caillots, surtout pour la fibrillation auriculaire non valvulaire. Et dans cette étude, une forme qui en dehors de la forme en aile de poulet, qui est la moins thrombogène, toutes les autres formes sont des facteurs prédictifs d'arythmie et d'AVC ischémique. Et on va commencer une étude en collaboration avec nos amis radiologues pour évaluer à l'ITO et au scanner la morphologie de l'auricule gauche afin d'avoir des facteurs prédictifs d'AVC en fonction de la forme. Avant de terminer, je dirais un mot sur la biologie. Et actuellement, on dispose de plusieurs facteurs biologiques qui sont des facteurs prédictifs d'accident vasculaire cérébral chez les patients à risque tels que le BMP et tels que la troponine. Et plusieurs études ont validé ces deux paramètres, mais malheureusement, ils ne sont pas disponibles de façon routinière. Je dirais un mot sur la charge en extrasystolie atriale. Je répète, il faudra que dans le compte rendu Holter, évalue la charge en extrasystolie atriale, chercher la fibrillation auriculaire, même de courte durée, pour essayer d'affiner la prise en charge et de commencer une anticoagulation rapidement chez nos patients. Et dans ce papier de Europace, qui a démontré la présence d'anomalies intra-atriales et des extrasystoliques atriales fréquentes chez les patients qui sont à haut risque, qui ont fait des accidents ischémiques transitoires, sont des accidents ischémiques constitués sur le suivi. Et donc, l'idée générale, c'est d'essayer d'avoir des paramètres pour lesquels on doit définir cette cardiomyopathie atriale en amont de l'accident vasculaire cérébral ischémique, de paramètres biologiques, électrocardiographiques. Bien sûr, l'aide de l'IRM est importante, l'échographie et le TO. Et à partir de cette stratification, on peut déjà dire ou de classer les patients à haut risque et les patients à bas risque afin de prévenir ces accidents vasculaires cérébraux. Et donc, en conclusion, je dirais que la fibrillation auriculaire reste un facteur majeur d'accident vasculaire cérébral. Il n'y a pas souvent le lien entre cette pathologie et l'accident vasculaire cérébral, mais il faudra rechercher de façon active. Et bien sûr, la prise en charge doit se faire de façon multidisciplinaire avec nos amis neurologues, cardiologues et neurovasculaires. Et je vous remercie.